Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 6e édition d'Actifs pour le futur, une émission préparée avec les équipes d'Ecofi Investissement et qui se propose chaque mois de découvrir les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Avec moi pour m'accompagner sur le plateau, Pierre Valentin, le président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Et nous sommes également en compagnie d'Isabelle Guggenheim. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabrice, bonjour Pierre. Vous êtes présidente de l'association IDEAS. Avec vous et ensemble, nous allons parler de mixité. La mixité, c'est un moteur de performance pour l'entreprise. Ça sera l'objet de notre rubrique grand format. Nous aurons également, comme d'habitude, l'édito et le buzz du mois. Un buzz consacré à la semaine européenne du développement durable. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Cesare Vitali. Il est responsable de l'ISR chez Ecofi. Avec lui, on va déconstruire une idée reçue. On va s'intéresser aux agences de notation. À quoi servent-elles exactement? Actifs pour le futur, c'est parti. Si les femmes représentent 60% des diplômés Bac+5 en France, elles n'occupent malheureusement que 17% des postes de direction. Pire, l'écart de rémunération moyen entre hommes et femmes atteint 24% selon l'INSEE, et même à poste équivalent, formation équivalente, l'écart est encore de 9% entre hommes et femmes. À la différence d'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse ou l'Islande, premier pays à interdire les inégalités salariales entre hommes et femmes, en France, les convictions et les réglementations ne suffisent pas à briser le plafond de verre en entreprise. Heureusement, les choses sont en train d'évoluer. Tout d'abord, cet état de fait alarmant a fait réagir le gouvernement. L'égalité salariale est ainsi devenue une des grandes causes nationales. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a martelé. L'égalité salariale est à la fois un devoir politique et moral, mais cela rend surtout les entreprises plus performantes et plus innovantes. La performance, voici un argument qui devrait faire bouger les lignes, patrons et actionnaires en tête. Selon une étude du cabinet Global Contact en 2016, les entreprises françaises où travaillent autant d'hommes que de femmes sont plus performantes. Les équipes mixtes ont affiché des résultats 20% supérieurs aux équipes non mixtes dans les entreprises françaises. Et ce chiffre grimpe même à 23% à l'échelle mondiale. Augmentation de la performance, mais également bien-être au travail et motivation, autant d'arguments qui devraient inciter les entreprises qui ont encore du mal à intégrer les femmes à y remédier. Comme disait Stendhal, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Le constat est ancien, mais l'évolution réelle est-elle en marche? Il est grand temps d'y remédier, car à n'en plus douter, la mixité est une composante de la réussite économique. Chaque année, du 30 mai au 5 juin, a lieu la Semaine européenne du développement durable. Pour nous éclairer sur cette semaine et en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Valentin. Pierre, vous avez quelques chiffres à nous apporter. Oui, la Semaine européenne du développement durable, c'est 360 000 participants. C'est 4 000 manifestations, animations, conférences, initiatives locales, citoyennes. Et c'est 1300 initiatives de ce type en France. 1300 initiatives, 360 000 participants, on peut espérer même plus pour cette année. Alors quels sont les objectifs de cette semaine européenne du développement durable? Alors la semaine européenne du développement durable avait pour objet de faire de la pédagogie autour de tous les enjeux du développement durable. Ces enjeux, on peut les rappeler à travers les objectifs du développement durable de l'ONU. L'ONU a fixé il y a quelques années des objectifs pour 2030, 17 objectifs du développement durable, qui se regroupent autour de sujets de pauvreté, donc c'est le développement durable et humain, éradiquer la pauvreté, préserver l'environnement et puis lutter contre toutes les formes d'exclusion. Alors c'est devenu une semaine européenne du développement durable, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Non, au départ, l'initiative était française, allemande et autrichienne. Et puis les ministres de ces trois pays ont proposé d'élargir et donc de donner plus de force à la Semaine européenne du développement durable. Et la Commission a accueilli favorablement cette initiative. Et aujourd'hui, c'est plus de 30 pays, donc y compris des pays d'ailleurs extérieurs à l'Union européenne, qui participent à ce grand foisonnement d'initiatives. Et en France, c'est le ministère de l'Énergie et le ministère chargé du développement durable qui lui donnent un poids supplémentaire. Oui, c'est effectivement ce ministère dirigé par Nicolas Hulot, grande figure du développement durable qui soutient cette initiative, mais il ne faudrait pas croire que c'est une initiative simplement gouvernementale. Les associations, les entreprises, les fondations et même de simples citoyens peuvent participer par leurs projets
à cette semaine européenne du développement durable. Alors justement, Pierre, pour participer à cette semaine, quels sont les critères de sélection ? Alors, il faut avoir un projet qui se rattache à l'une des 3 dimensions du développement durable, c'est-à-dire soit l'environnement, soit le social, soit l'économique. Et puis aussi, il faut un projet qui ne soit pas à but exclusivement lucratif. Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer ? Il y en a énormément, puisqu'il y avait 1300 initiatives, et c'est assez amusant de parcourir d'ailleurs la liste pour voir la diversité des initiatives qui ont été prises. Moi, j'en ai retenu 2. Le premier a concouru à favoriser l'utilisation du vélo pour aller à son travail. Sur le lac d'Annecy, il y a une belle piste cyclable, et pendant la semaine européenne du développement durable, eh bien, on avait droit à un petit déjeuner gratuit si on allait en vélo à son travail. Autre initiative en Lozère, il y a eu des ateliers de travail qui ont permis aux gens qui participaient d'apprendre à fabriquer par eux-mêmes, à partir de produits naturels, des produits d'entretien. On sait qu'il y a de gros problèmes dans la toxicité des produits chimiques, et donc ça permet d'encourager l'utilisation de produits naturels. Alors chaque année, il y a un thème. Quel était le thème retenu pour cette année ? Ville et territoire de demain. Un thème important puisque, à lui seul, il couvre 6 des 17 objectifs du développement durable, avec des objectifs très variés, et en particulier des objectifs qui concernent les territoires et la disparition, en tout cas la diminution de la biodiversité. Donc il faut évidemment lutter contre cette diminution. Il faut savoir que depuis 1970, près de la moitié des espèces animales vertébrées ont disparu de la surface de la Terre, donc il y a un énorme enjeu. Pour vous, pour votre société, pour Ecofi, quelles sont les implications ? Pour Ecofi, en tant qu'investisseur socialement responsable, la dimension environnementale, la dimension de développement durable est bien entendu fondamentale. On publie des indicateurs d'impact qui montrent comment notre portefeuille de titres, notre portefeuille d'investissement, se classe en termes, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aussi une action plus collective avec d'autres investisseurs, et on a ainsi écrit ensemble une lettre à l'association qui regroupe toutes les autorités de marché financier dans le monde pour leur demander d'imposer à toutes les sociétés cotées de publier des informations dans les rapports annuels en matière de développement durable. Et puis au-delà, on rappelle qu'Ecofi propose un fonds d'investissement dans les thématiques développement durable. Oui, tout à fait. Ce fonds s'appelle Ecofi Enjeux Futurs. Donc c'est un fonds multithématique qui rejoint ces idées de développement durable et aussi de développement humain. Il y a 6 thématiques. Une thématique qui concerne l'efficience énergétique, une autour du traitement de l'eau et des déchets, une autour des énergies renouvelables, et puis en matière de développement humain, des questions autour de l'éducation et de la formation, de la santé et du vieillissement, et puis ce qui recouvre un peu tout ça, ce qui est transversal, les entreprises qui s'intéressent à tout ce qui est certification, inspection, contrôle, et qui donc vont pouvoir assurer la réalisation concrète des objectifs. Merci Pierre, on en sait donc un petit peu plus sur cette semaine européenne du développement durable, 30 mai au 5 juin. Tout de suite, on passe à notre rubrique grand format. Dans le grand format de ce mois-ci, nous intéressons à la diversité. À l'heure où on parle beaucoup de diversité en entreprise, on va se poser cette question. Est-ce que la diversité est un moteur de performance ? Alors tout de suite, on va réduire ce champ de la diversité qui est extrêmement large pour s'intéresser plus particulièrement à la mixité homme-femme. Pour en discuter avec moi sur ce plateau, Pierre Valentin est toujours avec nous. Et puis on accueille Isabelle Guggenheim. Bonjour Isabelle. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, ancienne élève de l'ENA, promotion Solidarité, un nom qui a marqué tout votre parcours. Vous avez travaillé plus de 20 ans dans l'audiovisuel public au CSA, puis à France 3. Vous avez dirigé le Centre d'archives et de production audiovisuelle du ministère de la Défense. Mais ce n'est pas tout. Vous avez travaillé également à la coopération internationale et la gestion des crises, ministère des Affaires étrangères. Vous avez été chargé de la promotion des femmes dans l'activité économique et les nouvelles technologies au ministère des Droits des Femmes. Vous avez rejoint le secteur de l'économie sociale et solidaire, d'abord à la Direction générale du Trésor, au ministère des Finances, puis auprès du Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Vous venez enfin d'être promu officier dans l'ordre de la Légion d'honneur cette année et vous êtes même colonel de réserve de l'armée de l'air. Vous possédez également une longue expérience, un fort engagement associatif, ce qui vous conduit à être élu depuis 2013 à la présidence d'IDEAS. Justement, un petit mot sur cette association. IDEAS, c'est une association qui accompagne bénévolement des associations, des fondations,
pour assurer un renforcement des compétences dans le domaine de la gestion, de l'efficacité, de la transparence, des sujets en fait qui nous rassemblent aujourd'hui. Isabelle, la diversité, un sujet que vous connaissez bien, tout le monde en parle. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est exactement ? Définir, peut-être pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit simplement de mettre en cohérence, de mettre en accord la démographie et tout simplement la vie de l'entreprise, la vie économique, la vie publique également. C'est simplement assurer une dynamique qui assure une meilleure représentativité des femmes dans cet environnement. Ça devient un sujet très important pour l'entreprise, cette diversité, Pierre Valentin. Oui, ce n'est pas qu'une question politique. Au départ, on aurait pu le croire, puisqu'en 1957, par exemple, avec le traité de Rome, il y avait déjà le principe de l'égalité homme-femme au travail. On s'aperçoit que ça n'a pas été forcément très efficace, puisque 60 ans après, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, fondamentalement, c'est aujourd'hui, je crois, une question de responsabilité sociale de l'entreprise. C'est aux entreprises motivées de montrer l'exemple, en faisant en sorte que les femmes et les hommes soient traités de la même façon au sein de l'entreprise. Égalité homme-femme, un enjeu crucial, un enjeu majeur. Pourquoi est-ce si important, Isabelle ? La mixité, c'est vraiment un facteur de changement, un facteur de performance, un facteur d'évolution qui profite à tous. Vous avez donné tout à l'heure quelques chiffres et de nombreuses études corroborent cet élément. Très récemment encore, Grandes Écoles au féminin qui scannent régulièrement la place des femmes en entreprise l'a démontré. Et pourtant, les femmes ont tendance à disparaître à un certain moment de leur carrière. Les jeunes filles font de bonnes études, elles sont souvent très bonnes élèves, elles s'orientent vers des études d'ingénieur par exemple, et puis progressivement on les perd, elles sortent du radar, elles ne sont pas nécessairement dans les métiers auxquels elles se sont préparées dans leurs études, et puis elles disparaissent dans une phase 30-40 ans, on les voit moins, et ensuite on les oublie dans leur parcours professionnel. C'est évidemment bien plus difficile ensuite de revenir aussi. Alors, il y a des questions importantes en ce qui concerne le recrutement. Il y a des habitudes à prendre, des bonnes pratiques, et on n'est pas toujours obligé de trouver des textes, des quotas, des lois, même si c'est quelquefois nécessaire. Une bonne pratique, c'est, lors d'un recrutement, de chercher des candidatures féminines. Une candidature féminine pour 3, par exemple. Bon, certains diront 50-50, mais au moins 1 sur 3 pour impulser une démarche, une mise en avant des femmes, sans qu'il y ait évidemment d'obligation de résultats. Alors cette mixité, justement, progresse en entreprise, mais où en est-on, Pierre, si on fait un petit focus ? Les progrès sont tout de même assez impressionnants si on se place sur un horizon d'à peu près 5 ans. Aujourd'hui, il y a dans les comités de direction en Europe 24% de femmes, il y en avait 7% de moins il y a 5 ans. Et puis si on regarde ce qui se passe au niveau de la direction générale de l'entreprise, sur le SBF 120, donc les 120 premières sociétés cotées françaises, il y avait en 2013 0 femmes directrices générales, il y en a aujourd'hui 7. Ah voilà, donc ça progresse un peu, on va dire, mais ce n'est pas suffisant. Pourtant, il est prouvé qu'il y a un réel apport des femmes au niveau de la performance lorsqu'elles sont présentes. Je crois qu'il faut voir des choses en termes de compétences. C'est quand même le critère numéro 1, c'est la compétence. Mais la compétence, elle existe. On entend encore trop souvent aujourd'hui, il n'y a pas de vivier, on ne sait pas où elles sont, on ne les connaît pas. Mais ça, c'est un discours qui est trop facile et qu'il ne faut plus entendre. La même chose en termes de visibilité, quand on voit des plateaux, des tables rondes, des publicités, je pourrais en donner un exemple, qui sont 100% masculines, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable. Là, on est à quelques jours de la Coupe du Monde de football, il y a une radio très connue qui a présenté un panel 100% masculin. Or, on sait que les femmes regardent le sport, s'y intéressent, c'est même une faute professionnelle. Donc vous connaissez peut-être Jamais sans elle qui veille à une bonne représentativité des femmes, une visibilité des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce réflexe-là doit être partagé par tous. La mixité progresse, mais ce n'est pas encore suffisant. Pourtant, on le sait, lorsque les entreprises pratiquent la mixité dans leurs équipes, elles sont souvent bien plus performantes. Est-ce qu'il y a concrètement des études qui prouvent cette performance ? Oui, il y a de nombreuses études qui prouvent la performance, qui montre qu'il y a un plus fort engagement dans des équipes mixtes, qu'il y a de meilleurs résultats. Et puis on constate maintenant, de façon assez significative, que les entreprises qui sont restées trop monolithiques sont en retrait, sous-performent. Et le dernier point qui est important, c'est aussi l'image de la marque, l'image de l'entreprise. Et progressivement, on se rend compte que les entreprises qui ne sont pas mixtes dans leur gouvernance subissent des impacts négatifs sur leur image de marque. Donc il est grand temps de changer. Pierre Valentin, comment avance Ecofi sur ce sujet épineux ? Alors Ecofi avance d'abord en tant qu'investisseur socialement responsable. Donc dans nos fonds, nous essayons d'avoir des entreprises qui sont de ce point de vue-là exemplaires. D'ailleurs, nous publions un indicateur qui compare le pourcentage de femmes dans l'effectif de notre portefeuille d'investissement avec le pourcentage de femmes dans les comités de direction de ces mêmes entreprises. Et évidemment, nous souhaitons que ces deux pourcentages soient le plus proches possible l'un de l'autre. Et puis le deuxième aspect, de l'autre côté du miroir, en quelque sorte, c'est la RSE pratiquée par Ecofi Investissement lui-même en tant qu'entreprise.
Alors Isabelle est là pour témoigner que le comité éthique aujourd'hui est largement féminisé, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Au niveau du conseil de surveillance, nous n'arrivons pas encore au taux de 40% que nous nous sommes fixés comme objectif, parce qu'il faut attendre un certain nombre de renouvellements. Bien entendu, tout ça ne se fait pas en un jour, et je pense que c'est une bonne expérience d'être à la fois investisseur socialement responsable et puis entreprise qui cherche à pratiquer les mêmes principes, parce que ça apprend beaucoup l'humilité et ça montre que tout ça n'est pas évident. Une réaction, Isabelle, à ce que vient de nous dire Pierre ? Moi, j'ai beaucoup apprécié cette analyse parce que je crois que c'est un engagement, ça se construit dans la durée. On ne peut pas penser que les choses se font instantanément. Il ne faut pas être trop rigide ni d'un côté ni de l'autre. La mise en place d'une gouvernance mixte, c'est un travail de longue haleine. Il y a souvent différentes parties prenantes. Ce n'est pas aussi simple, mais de se poser la question systématiquement, ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Je vous engage d'ailleurs à regarder le travail que font les réseaux professionnels de femmes dans différents métiers, dans différents parcours de formation, et même dans le secteur public. On trouve une mine d'informations, de propositions, de mise en commun. Et je dirais en conclusion qu'aujourd'hui, ce travail il est partagé avec les hommes. C'est très important de ne pas construire cette réflexion de façon isolée, et des réseaux de femmes qui seraient 100% féminins ne sont pas efficaces non plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, la démarche elle est vraiment inclusive, et c'est en ce sens qu'effectivement, il y a une démarche de progrès qui se met en place. Voilà donc pour la mixité comme moteur de performance. Merci à nos invités. Isabelle Guggenheim, vous êtes présidente de l'association IDEAS. Merci également à Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi. Tout de suite, on passe au vrai-faux de l'ISR. Dans cette rubrique, on déconstruit chaque mois une idée reçue sur l'investissement socialement responsable. Nous sommes en compagnie de Cesare Vitali. Bonjour Cesare. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi et avec vous, on va s'intéresser aux agences de notation. À quoi servent-elles exactement? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une agence de notation ESG? Les agences de notation ESG évaluent les politiques de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance des émetteurs de titres, tels que les entreprises ou les États, mais aussi d'autres types de structures comme les collectivités et les organismes supranationaux. Ces services permettent aux investisseurs clients de comparer les différentes pratiques ESG des émetteurs et de les intégrer dans leur choix d'investissement. Alors justement, quels sont les clients de ces agences de notation ESG? Les investisseurs particuliers et institutionnels qui ont choisi d'intégrer les critères ESG dans leur modèle d'analyse sont de plus en plus nombreux. C'est grâce à cette sensibilité croissante qu'on a assisté au développement du secteur de la recherche ESG, surtout depuis la fin des années 90. Il y a une différence entre les agences de notation financière classiques, les Moody's, Standard & Poor's, Fitch et les agences de notation ESG? Il faut savoir que les agences de notation extra-financière sont rémunérées par les investisseurs clients, comme par exemple les sociétés de gestion de fonds ISR. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport au business model des agences de notation financière qui sont rémunérées par contre par les sociétés. Que font précisément ces agences de notation ESG? Les agences de notation évaluent le niveau d'implication des sociétés dans des secteurs controversés, comme par exemple les énergies fossiles, les tabacs ou les jeux d'hasard, mais aussi dans des épisodes controversés comme par exemple des accusations de pollution, de corruption, qui peuvent avoir un impact négatif sur leur portefeuille en termes de risques de réputation. Cette activité, connue aussi sous le nom de screening négatif, permet aux investisseurs clients de recevoir des blacklists des sociétés sur la base de leurs valeurs et de leurs critères. Alors on peut imaginer par exemple que Volkswagen, avec son Dieselgate, faisait partie de ce screening négatif. A contrario, est-ce qu'il existe un screening positif? Bien sûr, les agences de notation ESG analysent aussi les politiques de responsabilité sociale des sociétés à travers l'évaluation des procédures internes, les relations avec les parties prenantes, l'impact sur l'environnement et la structure de gouvernance. Cette activité, appelée aussi screening positif, permet aux investisseurs de connaître les notations ESG de chaque société et de connaître quelles sont les sociétés plus engagées dans le développement durable. Ces agences de notation fournissent-elles de nouveaux services?
Plusieurs agences de notation ont commencé à développer des services spécifiques sur l'impact, c'est-à-dire les performances réelles des sociétés concernant par exemple l'empreinte carbone, la création d'emplois et la parité homme-femme. Plusieurs agences de notation fournissent aussi des services spécifiques sur les consultings sur l'engagement des sociétés. Ces services consistent à identifier les thématiques plus stratégiques en termes d'engagement et à accompagner les investisseurs dans leur démarche de dialogue. Et alors vous-même, Cesare, comment évaluez-vous la performance de ces agences de notation ? Évidemment, les agences de notation sont évaluées par leurs clients sur la base de la qualité et du détail de leurs recherches. C'est pour ça que plusieurs agences de notation ont obtenu des certifications spécifiques sur la qualité concernant la recherche de la responsabilité sociale des sociétés. Mais au-delà de la qualité, les agences de notation doivent garantir aux investisseurs d'analyser les sociétés d'une façon indépendante. Mais même la transparence a son importance parce que ça permet aux investisseurs clients de comprendre les modèles d'analyse utilisés, les critères ESG appliqués et les calculs de notation d'une manière objective. Alors au final, Cesare, diriez-vous que les données de ces agences de notation ESG sont fiables ? Bien sûr, les profils ESG des agences s'appuient principalement sur des données publiques issues d'entreprises qui sont de plus en plus souvent certifiées, mais aussi sur les dialogues directs entre l'agence et les sociétés à travers par exemple des questionnaires spécifiques ou des rencontres. Il faut dire aussi que les agences de notation utilisent aussi les données publiées par les parties prenantes externes des sociétés, comme par exemple les ONG, les syndicats, les associations ou les médias, avec le but d'avoir une analyse complète et impartiale. Cesare Vitali, merci. Merci Fabrice. Ainsi s'achève ce numéro d'Actifs pour le futur. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.